Alors voilà, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette réunion de présentation pour la formation pro ergonomie équestre 2025. Alors aujourd'hui, on est dans la présentation de la formation qui s'appelle reconversion. Pourquoi? Alors j'explique rapidement tout de suite. Euh, Jusqu'à cette année, il y avait une seule offre de formation professionnelle chez Ergonomie Équestre qui était destinée à tout le monde. Et puis en fait, à mesure que je forme, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux types de besoins qui émergeaient. Il y a les besoins de gens qui veulent se reconvertir vraiment dans les métiers du fitting, que ce soit le saddle fitting ou le beat fitting, qui est l'apprentissage réellement d'un métier. Et il y a des professionnels, des vétérinaires, des ostéopathes, des masseurs, des enseignants, qui viennent chercher des informations pour approfondir leur pratique à eux, mais qui n'ont pas vocation à faire commerce des compétences de fitting par la suite. Donc il y a vraiment un apprentissage métier d'une part et un apprentissage compétence d'autre part. Et donc c'est pour ça que à partir de 2025, va vraiment y avoir une séparation entre les deux cursus, histoire que comment dire, que vraiment chaque profil y trouve à 100% son compte. Alors c'était déjà le cas, hein, mais pour nous, au niveau de l'équipe pédagogique, c'était assez difficile de jongler entre les différents profils. Et là maintenant, vraiment, on a pris cette décision de séparer. Donc aujourd'hui, là on est le vendredi 4 octobre, on parle vraiment du cursus reconversion, donc vraiment pour l'apprentissage des métiers de saddle fitting et de beat fitting. Et s'il y en a parmi vous qui sont plutôt intéressés par l'apprentissage vraiment des compétences du saddle fitting et de beat fitting, mais pas pour en faire un métier derrière, on aura une autre visio d'information qui sera le 14 octobre, toujours à 13h, et qui présentera du coup les choses sous un aspect un peu différent. Mais du coup, sans plus attendre, je vais me recentrer sur le propos du jour qui est vraiment axé métier. Et je vais commencer le partage d'écran. Hop, voilà. Vous me dites si jamais ça ne s'affiche pas bien. Hop, est-ce que tout le monde voit bien? Vous pouvez me le dire dans le chat si vous voyez bien le PDF. Nickel. Ok, allez, c'est parti. Je mets le truc en plein écran. Et on y va. Euh, Donc déjà, merci à tous d'être là, soit que vous êtes là directement avec moi pendant la visio, soit que vous regardiez le replay. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler des métiers de l'ergonomie. Alors l'ergonomie, c'est le mot français pour dire fitting, hein, tout simplement, dans la filière équestre, en me basant à la fois sur mon expérience personnelle de fitter. Donc moi, je suis plutôt spécialisée en saddle fitting, même si j'ai fait un peu de formation en beat fitting, j'ai jamais vraiment pratiqué professionnellement le beat fitting. En revanche, depuis 2023, Ergonomie Équestre propose une formation en beat fitting en partenariat avec EWP, qui est la société de Noémie Ranchon. Donc on a des beatfitters qui sont issus depuis pour les premiers depuis 9 mois du coup, de la formation ergonomie équestre. Euh, je vais vous partager un petit peu mon expérience, ce que je peux vous apporter en termes de formation par rapport à votre projet métier, si ça s'articule avec cette idée de fitting, que ce soit beat fitting ou saddle fitting, et répondre à vos questions du coup à toutes, parce que je crois qu'encore une fois, on n'a que des femmes, pour changer. Euh, par rapport à vos envies professionnelles et voir comment est-ce que je peux vous accompagner au mieux, enfin Ergonomie Équestre peut vous accompagner au mieux dans vos projets pro. Voilà, donc c'est parti. Donc la première question qu'on me pose souvent, c'est mais alors ergonome équestre, est-ce que c'est vraiment un métier? Eh bien la réponse est oui. Et
je peux juste vous citer la cliente que j'ai vue ce matin, parce que je me remets un petit peu au fitting de façon très ponctuelle. Et là, c'était une cavalière de mon écurie où j'ai mon cheval en pension qui avait besoin de moi. Parce qu'elle a un cheval un peu compliqué à seller. Elle a fait venir je sais pas combien de selliers. Il y en a, enfin, personne n'avait vraiment réussi. En fait, c'est un pur sang arabe qui est très court et très rond, donc pas évident, évident. Et puis, donc, je lui expliquais, bah, tu utilises tel tapis, ça fait tel impact, tu utilises tel sangle, ça fait tel truc et tout. Puis elle me dit, ah ouais, mais en fait, c'est vachement compliqué, c'est un métier. Voilà, donc elle répond à la question. Oui, ergonome équestre, c'est un métier, et c'est un métier qui est différent du métier de sellier, au sens où aujourd'hui, sellier, dans l'acception de la langue française, c'est le fabricant de matériel d'équitation. L'ergonome équestre, lui, il a vocation à recueillir les besoins et à mettre en face une proposition de solution technique, que ce soit parce qu'il la vende ou alors parce qu'il a une connaissance assez extensive de ce que les fabricants peuvent proposer, donc bah, orienté sur telle ou telle marque, tel ou tel type de design en fonction des besoins recueillis. Et il va permettre en fait au cavalier d'y voir plus clair dans une offre de matériel qui est toujours plus pléthorique à mesure que les années passent et que les fabricants se multiplient. Mais du coup, en soi, l'équitation, c'est ancien, l'ergonomie, c'est ancien aussi, parce que l'ergonomie, c'est quoi? Ni plus ni moins, c'est que c'est simplement la science qui préside au recueil des besoins avant la confection d'un objet pour répondre à ce besoin. Il peut y avoir une ergonomie, pardon, de la vaisselle, il peut y avoir une ergonomie des meubles, des voitures, enfin, en fait, de tous les objets. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'ergonomie de l'équitation de façon aussi récente? Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est l'émergence des métiers du fitting ou de l'ergonomie, puisque vous allez vite comprendre que quand je dis fitting, je parle d'ergonomie, quand je dis ergonomie, je parle de fitting. Maintenant, je parle français, donc j'essaie d'employer plutôt le terme français qui est le terme d'ergonomie. Euh, le fait est que jusqu'à il y a peut-être 50 ans en arrière, donc finalement assez récemment, euh, il y avait des modes de consommation autour du matériel d'équitation qui étaient relativement locaux, c'est-à-dire qu'on allait se fournir chez un fabricant local. Et puis, bah, la globalisation arrivant, le côté un peu fast fashion aussi, qui concerne vraiment l'équitation maintenant, avec des collections de tapis. Quand vous regardez chez Escadron ou chez Kramer ou chez Equitem, enfin chez n'importe qui, des collections, des couleurs qui changent tous les ans, etc. On arrive vers une offre qui est de plus en plus transversale, qui est de moins en moins technique, où on a de moins en moins de recherche d'adéquation aux besoins, mais on est plus sur des valeurs de consuméristes, en fait, tout simplement. Et l'ergonomie de l'équitation, c'est un peu la volonté de revenir au côté accompagner les cavaliers et les gens autour du cheval de façon générale, vers une consommation réellement utile dans leur matériel d'équitation. Et donc, ça suppose de bien connaître les productions des différents fabricants et d'être capable de faire la part des choses entre ce qui va euh, avoir une réelle fonction utilitariste et ce qui va avoir plutôt une fonction plaisir, une fonction un peu shopping, un peu flattage d'ego, etc. Et donc, l'ergonomie de l'équitation, elle est arrivée comme ça, avec les Anglais qui ont créé le métier de saddlefitter dans les années 80, justement quand on a commencé à sortir de ce mode de fabrication de je veux une selle, je vais chez l'artisan de mon village, ou je veux une bride, je vais chez l'artisan de mon village, mais plutôt bah, je vais dans un magasin et puis je me retrouve un peu bouche bée devant un rack où il y a 8 selles, 10 selles, 20 selles devant et où on ne sait pas laquelle choisir, laquelle va correspondre à notre cheval, laquelle va correspondre à notre besoin, etc. Donc ça, en fait, l'apparition du fitting, c'est lié à l'émergence et à la globalisation des modes de production et des modes de fabrication. C'est également lié au phénomène de mondialisation en tant que bah, en fait, par exemple, avant, en France, il n'y avait pas de quarter horse. Les quarter horse, ils étaient de leur côté de l'océan Atlantique. Ils vivaient pas chez nous.
Donc, les Américains avaient développé des selles pour leurs chevaux. Nous, en France, on avait le selle français basique, là, le grand machin alezan avec des chaussettes un peu badabeux, mais très gentil et qui trotte pas très bien, mais qui saute à peu près tout ce qui se présente devant lui. Et puis aujourd'hui, avec la mondialisation, on se retrouve avec des croisements frison quarter horse, on se retrouve avec des croisements entre un pur sang arabe et un fjord, on se retrouve avec de plus en plus de chevaux de sport qui sont toujours plus sélectionnés sur des critères de performance, des critères de locomotion, des critères de vitesse en fonction de la discipline pratiquée. Et on se retrouve en fait avec une population, enfin un cheptel équin qui avant fonctionnait par terroir, et les artisans celliers des terroirs équipaient les chevaux de leur terroir. Et maintenant en fait c'est un joyeux bordel, si vous me passez l'expression, où on se retrouve avec des selles western sur des frisons, on se retrouve avec des selles de cross sur des chevaux lourds, on se retrouve, enfin voilà. L'ergonomie de l'équitation, du coup, elle est là pour faire le tri entre ces différentes populations, ces différentes utilisations équines et tous les designs de matériel qui peuvent exister. Et donc, en clair, l'ergonome équestre, c'est un geek du matériel et des chevaux. Voilà, ni plus ni moins. Il y a, vous savez, les mecs, quand on est de nuit sur l'autoroute, ils voient de loin les feux arrière d'une bagnole et ils disent: «Ah, ça, c'est une Mégane des années machin, elle est comme ça et tout». Bon, bah, moi, il y a un nouveau cheval qui vient d'arriver dans mon écurie et c'est bizarre, le nom de la nana, il me dit quelque chose, mais. Et puis ce matin, je suis allée dans la sellerie et j'ai vu la selle qu'elle avait et ah oui, c'est elle, ok. Voilà, bon, bah, moi, je suis l'équivalent du mec qui reconnaît la bagnole avec les feux arrière aux selles que j'ai conseillées ou vendues à des gens. Voilà. Chacun sa vie, chacun ses passions après. Donc voilà un peu sur l'ergonomie équestre. L'ergonomie, à proprement parler, c'est une discipline scientifique. Donc comme je vous l'expliquais, hein, c'est d'abord et avant tout lié à la conception des outils, mais c'est une discipline scientifique qui nécessite de se pencher en permanence sur la compréhension des phénomènes biologique, physique, mécanique d'une espèce donnée. Bon, en l'occurrence, en ergonomie équestre, on touche à deux espèces, l'espèce humaine et l'espèce équine. Et de mettre en corrélation les besoins physiques, les besoins fonctionnels et les besoins, on va dire, utilisationnels de ces espèces avec les outils qui vont leur permettre de fonctionner. Il y a une vraie dimension de bien-être dans l'ergonomie, c'est pour ça que je l'ai souligné en rose là. Cette dimension de bien-être, je sais que c'est ce qui amène beaucoup d'entre vous à vous pencher sur toutes les questions de saddle fitting ou de bit fitting, parce que ça va dans cette mouvance dans laquelle se trouve l'équitation aujourd'hui, où on est vraiment en train de changer de paradigme équestre. On passe d'un paradigme utilitariste à un paradigme qui va vers plus de partenariat homme-animal, etc. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que même si on ne veut plus utiliser les chevaux sans les écouter comme on le faisait avant, on utilise toujours les chevaux dans une dimension plus partenariale, de la même façon qu'on va s'utiliser nous dans notre corps et dans notre fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de performance dans l'ergonomie qui est importante. Et je tiens à le préciser dès maintenant, la notion de performance, c'est pas forcément la médaille d'or au JO. La notion de performance, quand je demande à un cavalier où est-ce qu'il veut être performant avec son cheval, ça peut très bien être de faire une balade le week-end. Pour moi, c'est aussi important d'avoir un cavalier de loisir qui veut se faire plaisir en performant sa petite balade du dimanche, que d'avoir le cavalier de compétition qui a un objectif sur une saison de finir au championnat de France ou je sais pas quoi. La notion de performance, elle n'est pas liée au sport à proprement parler, elle est liée juste au fait de pratiquer ce qui est un sport. Parce que même si on pratique l'équitation comme un loisir, comme me l'a dit ma cliente ce matin, qui se moquait un petit peu de moi quand je lui ai raconté le fait que de m'être remise 5 minutes à cheval après 1 an sans monter, après ma grossesse, et que j'avais boité pendant 3 jours tellement j'avais des courbatures aux adducteurs. Elle m'a dit: «Bah oui, l'équitation, c'est un sport».
l'équitation, même quand on le fait pas en termes de résultats, compétition, etc., c'est un sport. Et donc l'ergonomie de l'équitation, c'est une branche de l'ergonomie du sport qui est elle-même une branche de l'ergonomie au sens de discipline générale. Donc l'approche d'ergonomie équestre, c'est vraiment une approche qui est résolument basée sur la science, sur la compréhension des phénomènes biologiques, physiologiques, mais aussi des phénomènes cognitifs, comment dire, de comportement physique des matériaux, au service de ce que je vous expliquais juste avant, qui est aider l'utilisateur à sélectionner le meilleur matériel pour lui et pour son cheval. Donc, en tant que professionnel de l'équitation, une fois qu'on a compris qu'on s'inscrivait dans une vraie démarche scientifique et une fois qu'on a compris que notre métier, c'était d'être geek conseiller, il faut qu'on comprenne l'environnement de travail dans lequel on se situe. Un saddle fitter ou un beat fitter ne fonctionne pas seul. Il fonctionne en permanence, main dans la main, dans un écosystème, heu, d'où l'image que j'ai reprise d'une formation, qui s'appelle, MSFI, qui est, basée aux Pays-Bas, que je trouve très parlante, donc j'allais pas refaire la même. Hem, il faut vraiment considérer ce fonctionnement en écosystème. Le travail du saddle fitter ou du beat fitter ne peut pas être performant si le cheval n'est pas bien géré par le véto ou par l'ostéo, par son entraîneur, par son cavalier, tout a des impacts sur tout. Et ça, c'est hyper enrichissant quand on se pose vraiment dans le comment dire? Heu, dans cette perspective professionnelle, c'est de se dire: «OK, je vais me mettre à mon compte et je vais devenir saddle fitter ou beat fitter», parce que concrètement, je vous le dis tout de suite, hein, il y a pas d'embauche réelle par les entreprises, hein, pour l'instant, on se met à son compte. Hem Mais on n'est pas seul. On n'est jamais seul parce qu'on travaille toujours en permanence localement avec les vétos, les ostéos, les professionnels de l'équitation, enfin les enseignants d'équitation, les gérants de structures, et cetera, et cetera. Et évidemment les cavaliers. Donc ce fonctionnement en système, ce fonctionnement en réseau, il est vraiment, vraiment déterminant. D'autant plus que, vous le savez, le monde du cheval, c'est ce qu'on appelle un marché de niche, c'est un tout petit milieu et surtout quand on travaille à une échelle locale, tout le monde se connaît et on en arrive rapidement à savoir qui fait quoi et notamment qui fait de la merde. Et ça, c'est vraiment quelque chose, là aussi sur lequel j'insiste beaucoup dans la formation ergonomie équestre, c'est, non seulement la capacité à fonctionner en réseau, c'est pour ça que non, je n'encourage pas, je demande à mes élèves d'aller faire des stages avec les professionnels de leur coin pendant la formation, mais c'est aussi pour ça que je leur demande d'avoir une posture professionnelle qui est vraiment irréprochable. Il y a toute une partie de la formation qui est axée sur cette posture professionnelle. Heu, moi, ce que je ne veux jamais entendre dire, c'est: «Ah, j'ai fait venir un fitter formé par Ergonomie Équestre et franchement, la façon dont il s'est comporté, dont il a parlé à mon cheval, enfin, en gros, c'était quelqu'un qui était pas correct, quoi». Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment hyper important dans ce contexte de marché de niche, qui fonctionne en système et où tout le monde travaille, tout le monde a tout le temps tellement tout le temps la main dans la main, d'avoir cette notion de posture professionnelle. Et outre les capacités de fonctionner en réseau et les capacités d'avoir une vraie posture professionnelle, pour moi, une des très grandes qualités des fitters, c'est d'être en permanence à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se dit dans le marché parce que comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur un changement de paradigme de l'équitation. On passe de l'utilisation au partenariat et on est là, nous, en tant que fitters, pour accompagner cette évolution qui se fait. Et il y a tellement de recherches, notamment au niveau vétérinaire, mais aussi au niveau comportemental, enfin, il y a tellement de recherches, en fait, autour de l'équitation en ce moment, qu'il y a des évolutions qui sont phénoménales et la pratique du saddle fitting et du beat fitting, elle doit évoluer. Vous le savez, hein, le milieu d'équitation, ça reste, malgré toutes ces évolutions qui bouillonnent là depuis, on va dire, ces 30 dernières années, ça reste quand même un milieu assez traditionnel. Et si on veut, en gros, si on veut pas devenir un has-been hyper rapidement, il faut,
Il faut avoir une curiosité intellectuelle, il faut toujours être au contact de ce qui se fait, il faut se renseigner sur les nouveautés en termes de matériel, mais aussi les dernières évolutions scientifiques. Il faut s'inscrire en fait dans une démarche de développement permanent, enfin de formation continue. Je sais pas exactement comment dire. C'est pas que de la formation, parce que c'est beaucoup plus que de la formation. C'est pas juste tous les ans, je vais me payer 2 jours de formation et puis j'avance comme ça. C'est non, je reste vraiment à l'écoute de mon marché, à l'écoute de mon milieu. Et cette notion d'écoute, de façon générale, que ce soit au niveau du marché, mais aussi au niveau de simplement des chevaux et des cavaliers qu'on va rencontrer tous les jours, elle est vraiment, vraiment fondamentale. Voilà, ça c'est vraiment la troisième très, très grosse qualité, que j'invite mes élèves à développer pendant la formation. C'est cette notion d'écoute et de curiosité de l'autre et du système en général. Voilà. Donc concrètement, une des questions qu'on me pose le plus souvent et qui est encore revenue, là dans les mails que vous avez pu m'envoyer, ces dernières semaines, c'est concrètement au quotidien, en quoi ça consiste, heu, d'être ergonome? Est-ce qu'il faut absolument vendre du matos ou est-ce qu'on peut faire ça autrement? En gros, vous l'avez compris, la base du métier, c'est le conseil. Donc concrètement, ce qu'on vend en premier, c'est du conseil. C'est une prestation de conseil. Il faut pas, il faut pas arriver dans le milieu du fitting en se disant: «Moi, je veux aider les chevaux et les cavaliers et quitte à pas me payer». On est bien d'accord que c'est un métier. On ne fait pas de l'humanitaire, on ne fait pas du caritatif. Donc le conseil, c'est une prestation intellectuelle qui nécessite, de la formation, qui nécessite de la veille, qui nécessite une organisation professionnelle, qui implique, heu, qu'on donne de son temps à l'autre. Donc déjà, on facture une prestation de conseil. Maintenant, honnêtement, quand j'ai commencé le fitting, heu, il y a maintenant beaucoup trop longtemps pour être honnête, en 2012, moi j'étais pas du tout commerciale, mais alors pas du tout. Je ne voulais pas vendre de matériel. Parce que justement, je voulais vendre du conseil et je voulais rester la plus indépendante possible. Sauf que, je pense que vous connaissez la suite de l'histoire, je me suis retrouvée effectivement à vendre du matériel. Pourquoi? Parce que ce sont mes clients qui me l'ont demandé et qui m'ont un peu forcée à le faire. Au début, ce que j'avais fait, c'est que j'avais conclu un deal avec des selleries et que j'envoyais le client en gros avec une ordonnance et il allait se fournir chez le sellier. Hem, le problème, c'est que si moi j'étais pas, marquée au cul, on va dire, on va employer les mots, les selliers, potentiellement, ils leur vendaient ce qu'ils avaient en stock qui n'était pas ce que j'avais demandé et ça se retournait contre moi. Donc là, ça a été le premier gros red flag et je me suis dit: «Non, en fait, si, je fais confiance à des gens et qu'ils trahissent ma confiance et que derrière ça se retourne contre moi alors que c'est pas moi qui ai fait de la merde, c'est l'autre, c'est pas juste. Parce que, le sellier, il a gagné son argent, mais derrière il est pas embêté et c'est moi qu'on embête. Donc déjà, il y avait un peu ce côté-là et puis il y avait une autre chose qui est vraiment ce qui a émané de la part des clients qui était, heu: «Non, mais en fait, tu viens de m'apporter la prestation dont j'ai besoin, je te fais confiance, tu as gagné ma confiance, donc je ne veux pas faire affaire avec quelqu'un d'autre que toi». Donc en fait, le fait de vendre du matériel en plus de la prestation, ça permet de garder le contrôle déjà sur, comment dire? Sur la production de A à Z et ça permet de se positionner vraiment dans une posture d'accompagnement sur le long terme et pas juste du one shot. Mais ça permet aussi de gagner et d'entretenir la confiance du client qui est quelque chose d'essentiel. Je pense que vous êtes toutes ou tous et ici cavalière et vous savez à quel point c'est difficile de trouver des professionnels en qui on a confiance. Que ce soit en sellerie, mais aussi par exemple, un bon maréchal ferrant, un bon vétérinaire, une bonne pension et cetera.
Donc c'est logique en fait qu'une fois qu'on a trouvé quelqu'un en qui on a confiance, on veuille travailler exclusivement avec les personnes en qui on a confiance. Et c'est là que, la notion de, vendre du matériel pour maîtriser, toute la chaîne matérielle de A à Z, elle intervient. Et puis on va pas se leurrer, vendre exclusivement du conseil, il y a un côté frustrant, heu, financièrement pour soi parce que, bah, le matériel ça amène quand même un peu de beurre dans les épinards, hein, on va pas se leurrer. Hem, mais ça a aussi un petit côté un peu frustrant pour le cavalier, parce que le cavalier, quand on arrive avec notre conseil et qu'on lui dit: «Bah, faudrait faire ci, faudrait faire ça», mais moi, je reste objective, donc je vais pas te dire, quoi faire. C'est un peu comme si on voit qu'on a notre cheval en colis, qu'on appelle le véto, et le véto, il est un peu en mode, «Moi, les labos pharmaceutiques, tout ça, machin, je veux pas travailler avec eux», donc on fait venir le véto qui confirme le diagnostic de colique. Comme nous, quand on confirme, que l'impression que la qu'a le propriétaire que sa selle, elle va pas à son cheval. Puis on lui dit: «Ah non, par contre, moi, je vais rester objectif derrière, donc je vais pas te donner de nom de marque, je vais». Enfin, c'est comme si le véto, il vous disait: «Alors, il faudrait lui donner un médicament, ça commence par Calma et ça finit par Gine, mais moi, je reste indépendant vis-à-vis de tout ça, je veux être objectif, je veux pas, cautionner Big Pharma, donc je vous confirme que votre cheval a une colique, mais démerdez-vous». Le degré de frustration. Vraiment le degré de frustration qui est énorme et puis, bah, en fait, OK, je viens de payer un conseil, mais à quoi ça a servi derrière? Donc il y a vraiment tout ça à prendre en considération et si ça vous chafouine cette idée, justement de rentrer dans une démarche un peu commerciale, posez-vous vraiment la question de savoir si le fitting, c'est fait pour vous. Heu, il y a d'autres métiers autour du cheval qui vont servir le bien-être du cheval qui sont un peu plus, enfin, qui permettent de rester un petit peu plus objectif. Techniquement, tout ce qui est thérapie manuelle, par exemple, ostéopathie, shiatsu et compagnie, heu, en soi, on ne vend qu'une prestation, on ne vend pas du concret. Mais quand on s'occupe d'ergonomie, donc d'adaptation du matériel, il y a forcément une composante matérielle qui va rentrer dans l'équation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que quand on va se constituer en tant qu'entrepreneur, il va falloir envisager des contrats de partenariat avec des marques ou la constitution d'un stock. Et donc, monter une entreprise de saddle fitting, ça coûte plus cher dans la création de l'entreprise que de créer une auto-entreprise d'ostéopathie ou de massage équin, par exemple. Voilà, donc ça me paraît hyper important de vous prévenir d'entrée de jeu aujourd'hui pour savoir où vous mettez les pieds, et que vous vous posiez les bonnes questions avant de savoir si pour savoir si ce métier est vraiment fait pour vous. Maintenant, le dernier point, c'est que c'est un métier nomade. Vous allez rencontrer plein de monde. Moi, c'est vraiment des trucs que je préfère. Je passe mon temps à rencontrer des chevaux, des cavaliers, à voir des écuries qui sont parfois juste extraordinaires. Mais ça suppose d'être mobile et de se déplacer. Parce que, c'est plus logique de faire déplacer un bonhomme dans sa voiture avec quelques selles ou quelques bridons, plutôt que de faire déplacer un pimpin avec son cheval dans la remorque et de l'amener dans un milieu qui n'est pas le sien. Vous savez à quel point ça peut être perturbant pour le cheval, heu, d'évoluer dans une structure qui n'est pas la sienne. Or, dans l'ergonomie, comme on cherche à identifier les conditions de travail au quotidien, ça fait pas sens de fonctionner comme ça. Donc si vous n'aimez pas rouler ou que vous avez une vie de famille extrêmement contraignante qui fait que, vous devez déposer votre enfant, je prends mon cas personnel, à 9 heures le matin chez la nounou et le récupérer à 16 heures le soir, heu, ça peut être difficile, ça peut être contraignant, voire ça peut être frustrant. Donc faut aussi se poser cette question-là, surtout dans les premiers temps quand on n'a pas une clientèle qui est vraiment constituée, il faut faire des bornes. À titre indicatif, entre 2012 et 2021, j'ai fait à peu près, 40 000 kilomètres par an. Sachant que je roulais énormément. On peut faire moins. Moi, je me déplaçais très loin parce que quand j'ai commencé, ben, j'avais moins de concentration de clientèle, donc j'allais forcément plus loin. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On arrive à fonctionner sur des zones géographiques plus petites et encore, ça dépend où vous habitez. Si vous habitez au fin fond du Cantal et que la densité de population est très éclatée, bon,
c'est pas forcément simple, mais voilà, si vous n'aimez pas rouler, c'est pas forcément les métiers de l'ergonomie sont pas forcément faits pour vous. Donc concrètement, moi, la proposition pédagogique que je mets en face, c'est la synthèse de plus de 10 ans maintenant d'expérience et de formation. J'ai commencé à former en 2017. Et vous voyez, j'ai déjà formé plus de 80 personnes avec enfin 80 personnes tout pile d'ailleurs, avec les gens qui sont en formation cette année, là, en 2024. Et en fait, à la base, j'ai commencé à former, je dirais un peu par hasard, mais c'était sur la demande d'autres professionnels, en l'occurrence d'un commercial en sellerie qui m'avait vu bosser et qui se demandait comment est-ce qu'il pouvait appliquer ça à sa façon de bosser. Oui, oui, tous les commerciaux en sellerie ne sont pas débiles. Lui en est un bon exemple. Et donc, en fait, voilà, ça a pris de l'ampleur comme ça. Au début, c'était vraiment une demande qui émanait de la part de professionnels qui voulaient un peu mieux comprendre comment le matériel d'équitation allait impacter leur pratique ou comment est-ce qu'ils pouvaient mieux vendre du matériel d'équitation. Et puis, de plus en plus, et surtout depuis la crise sanitaire de 2020, j'ai de plus en plus de demandes en reconversion et vraiment c'est pas les compétences que je veux, c'est vraiment changer de métier et je veux développer un nouveau métier. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je scinde les formations, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de sorte à vraiment pouvoir accompagner notamment les personnes qui viennent d'un autre milieu professionnel et qui veulent devenir professionnels de la filière équine. Donc, j'ai synthétisé toutes mes compétences vraiment liées au cheval, à l'équitation, au sel et tout ça, dans certains modules de formation, mais il y a d'autres modules de formation qui sont plus basés sur mon expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que commerciale, en tant que conseillère, en tant que formatrice. Parce que ce sont des aspects qui vont ressortir dans le métier derrière. Parce que je parle de formatrice parce que vous n'allez pas forcément faire de la formation pro, ni même faire de la formation tout court, mais il y a une vraie composante pédagogique dans le métier. C'est hyper important d'avoir la volonté de transmettre des connaissances, parce que la plupart des cavaliers, c'est ce pourquoi ils sont en demande aussi, mieux comprendre leur cheval. Et donc, au service de tout ça, non seulement j'ai monté un programme qui se veut vraiment transdisciplinaire, mais j'ai aussi recruté toute une équipe pédagogique. C'est-à-dire que les premières années, j'assurais seule la formation, mais maintenant, je suis loin d'être seule pour assurer la formation. Donc je travaille évidemment avec des professionnels formés en beat fitting, enfin, pratiquant le beat fitting de façon professionnelle quotidien, qui sont Noémie et Julia de EWP Beat Fitting. Je travaille aussi avec... donc là, vous voyez sur la photo, par exemple, c'est Gwenaëlle Bray, elle s'appelle, elle est pareuse. Donc je fais intervenir des pareurs enfin, une pareuse dans la formation, une dentiste pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la bouche, une enseignante d'équitation qui est vraiment spécialisée sur le comportement des chevaux et la sécurité des professionnels qui s'appelle Karine Massot, qui est la gérante des écuries de Persévère dans les Bouches-du-Rhône. Et moi-même, en tant que fitter, je suis secondée par une autre saddle fitter issue de la formation ergonomie équestre, mais qui est surtout et avant tout ostéopathe diplômée et qui a réussi l'examen de l'Ordre national des vétérinaires, qui est Imogène Barden. Donc voilà, là vous avez un petit peu l'équipe pédagogique, avec quelques intervenants ponctuels, comme Lucie Piriot de Moiting Pulsion, qui s'occupe plutôt de la partie entrepreneuriale, une spécialiste de la relation client qui s'appelle Régine Rochette, qui est une entreprise qui s'appelle Telonac. Qu'est-ce que j'oublie encore? Ah, Kevin. Comment ai-je pu oublier Kevin? Kevin, qui est podologue, posturologue pour humains et qui m'a formée aux préférences motrices et qui fait une intervention dans la formation aussi pendant une journée. Enfin voilà, vous avez toute cette équipe de professionnels qui sont tous des professionnels qui pratiquent au quotidien, qui ne sont pas juste des profs, qui sont vraiment des pros, qui viennent faire part de leur expérience. Donc concrètement, là, vous êtes aujourd'hui plutôt dans une formation qui va vers la reconversion. Alors, j'ai laissé la partie complément de formation parce que je sais que parmi vous,
il peut y avoir des gens qui sont déjà professionnels dans le matériel d'équitation. Vous pouvez être sellier revendeur, genre vous avez, je sais pas, un pad ou n'importe quoi. Vous pouvez déjà être commercial en sellerie, comme, Stéphane dont je parlais tout à l'heure. Hem et donc vous voulez utiliser ce qu'Ergonomie équestre peut vous transmettre pour améliorer vos connaissances et vos compétences, mais surtout renforcer la méthodologie. En fait, c'est ça l'énorme force de la pédagogie que j'ai développée, c'est qu'il y a une méthodologie. Attention, je fais bien la différence entre méthode et méthodologie. La méthodologie, c'est la capacité à recruter et organiser des connaissances dans le cours d'un processus d'analyse pour aboutir à une solution. Je m'oppose à la notion de méthode qui est: je veux absolument obtenir ce résultat, en appliquant bête et méchamment les étapes X, Y, Z dans tel ordre et ça va aboutir forcément à ça. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en ergonomie, hein. On ne fonctionne pas du tout comme ça parce qu'on travaille avec du vivant et le vivant, ben, il faut s'adapter et réfléchir en permanence. Et donc, bon, le dernier point, pour le complément de formation, c'est le développement du réseau. Mais ce développement du réseau, il vaut évidemment aussi, de prime abord, dans le parcours reconversion. La première chose à faire, je vous le disais, hein, c'est penser, écosystème, penser réseau, penser tous les potes que je vais me faire, maréchaux, ostéo, véto et tout, avec lesquels je vais travailler au quotidien. Mais aussi tous mes anciens collègues de formation et tous les anciens d'ergonomie équestre qui vont devenir mon réseau et qui vont me permettre, bah, tout simplement de trouver des solutions parfois, d'aller chercher un modèle de selle que moi j'ai pas forcément, mais que je peux aller chercher chez un collègue, et cetera. Donc le réseau, je crois que je n'insisterai jamais assez sur l'importance du réseau. Maintenant, dans la notion de reconversion, comme je vous le disais, il n'y a pas de salariat du tout, ou presque pas, dans, dans les métiers de l'ergonomie, hein. Donc il y a un projet d'entreprise à développer et on vous accompagne sur ce projet d'entreprise. Donc en gros, comment est-ce qu'on fait pour monter un business plan? Comment est-ce qu'on fait pour monter un prévisionnel de trésorerie? Quels sont les acteurs économiques de mon territoire auxquels je peux m'adresser, comme une pépinière d'entreprise, la chambre économique, la chambre, de commerce et d'industrie, et cetera. Comment est-ce que je crée mon logo? Comment est-ce que j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer? Tout ça, ce sont des sujets qui sont abordés pendant la formation. Maintenant, la plupart d'entre vous qui pensez à la reconversion, c'est pour 2 raisons. C'est parce que vous êtes passionné par les chevaux et ou par l'équitation, pas forcément la même chose, et vous avez généralement la volonté de trouver du sens à votre métier. Et clairement, la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est précisément parce que ça, c'était mes 2 moteurs quand j'ai démarré il y a 12 ans maintenant. J'étais passionnée par les chevaux et j'avais fait une formation, le côté passe-temps bac d'abord, enfin bon, en l'occurrence, moi, la condition, c'était va jusqu'au master 2 d'abord, donc j'ai fait un master 2. Je commençais à bosser dans des entreprises, tout ça n'avait absolument aucun sens pour moi. Je bossais dans les transports en commun, vous imaginez bien le truc, l'enfer. Puis j'étais coincée dans un bureau alors que moi, je ne rêvais que d'être dehors et voilà. Et donc du coup, bah, ça a été mes moteurs numéro un, la passion des chevaux et trouver du sens à mon métier. Et clairement, heu bah, je vais pas vous décourager. Si ce sont ça vos vrais moteurs, hem, explorez-les. Explorez-les, allez dedans. Maintenant, attention à une chose, on est bien sur un projet d'entreprise, on est bien sur un changement de vie assez important et ça va nécessiter de faire des efforts, d'investir du temps et de l'argent et de pas avoir peur. Donc, Ergonomie équestre est là pour vous accompagner dans ce projet. On fait tout ce qui est en œuvre, de notre côté pour aider à l'installation et je pense que les statistiques, de nos anciens élèves sont
assez remarquable de ce point de vue-là, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 55% des anciens élèves qui pratiquent le fitting de façon professionnelle, sachant qu'il y en a qui ne pratiquent pas parce que bah, c'est des ostéos, des vétos et tout. Et donc, il fausse un peu nos statistiques. Et, euh, et c'est des statistiques qui sont assez bonnes parce qu'en fait, la plupart du temps, on est plutôt sur 20-30% à l'issue de ce type de formation qui pratiquent professionnellement et qui en vivent. Euh, mais ergonomie équestre a vis-à-vis de vous une obligation de moyens et pas de résultats, bien entendu. Euh, Vos conditions personnelles sur lesquelles on n'a absolument pas la main, votre motivation, vos moyens financiers, vos moyens temporels, tout ça, c'est pas des choses sur lesquelles on a la possibilité d'action. Donc, je vous invite vraiment à bien réfléchir à votre candidature si vous voulez la soumettre et à réfléchir à la faisabilité du projet dans sa globalité. Si vous voulez monter en compétences, mais que vous n'avez pas forcément, enfin vous sentez que c'est pas forcément le moment, je veux pas vous décourager de le faire, mais je vous invite à vraiment prendre le temps de réfléchir ce projet. De toute façon, il y a un nombre de places limité, puisque pour l'année prochaine, ce que je prévois, c'est 12 places en saddle fitting parce que je prévois de dédoubler la promo, en fait, de faire une promotion dans le sud et une promotion qui ouvrirait dans le nord si j'ai assez de candidatures. Nord de la France, hein, pardon. Et quand je dis nord, c'est moitié nord, au sens large. J'essaye de trouver une écurie en région parisienne ou en Normandie, enfin voilà, hein, dans un lieu qui soit un peu central. Dans le sud, la formation, elle a lieu vers Aix-en-Provence, donc chez Karine Massot, aux écuries de Persévère. Donc voilà, il y aurait 12 places en saddle fitting, 6 places en beat fitting, et puis bon, pour la formation pour les pros, on en parlera la prochaine fois. Et donc du coup, il n'y a que 18 places, et honnêtement, on a déjà un certain nombre de dossiers. Alors je ne les ai pas regardés, hein, ils sont plus ou moins bons. Euh, Ils sont plus ou moins bons, non pas du tout. Je n'ai pas idée de s'ils sont plus ou moins bons. Je saurai plus tard. Mais l'année dernière, on a pris 17 élèves. J'avais 27 candidatures. Donc, travaillez bien votre projet parce que je sélectionne aussi sur la viabilité. Mon objectif quand j'accepte des élèves en formation, c'est pas forcément de remplir la formation, c'est d'accepter des élèves qui me montrent qu'ils ont réfléchi leur projet. Le côté j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, il m'intéresse absolument pas. Mais alors vraiment pas du tout. Déjà parce que moi je vais perdre mon temps, je vais faire perdre votre temps et je vais avoir la sensation de vous prendre votre argent pour un truc qui va aboutir sur rien. Donc ça me plaît pas. C'est pas mon éthique de travail et il y en a qui me disent ouais mais tu devrais, ils sont prêts à filer leur pognon. Non, 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 je m'en fous. C'est pas l'intérêt. L'intérêt pour moi c'est de transmettre mes connaissances et mes compétences à des gens qui sont réellement motivés. Et l'intérêt, c'est que l'image d'ergonomie équestre, par la suite, en tant qu'organisme de formation, soit véhiculée par de futurs professionnels qui sont vraiment sérieux, qui sont carrés et qui sont vraiment motivés, quoi. Voilà, donc pour s'inscrire, concrètement, je pense que vous avez toutes déjà plus ou moins vu le site internet, hein. Donc sur le site internet, vous avez déjà un certain nombre de réponses aux questions. On peut éventuellement convenir, en plus de la visio d'aujourd'hui, de ce qu'on appelle un appel découverte, où on échange un petit peu individuellement sur vos questionnements. Vous soumettez ensuite directement sur le site internet un dossier qui se constitue du questionnaire d'inscription, d'un CV, d'une lettre de motivation. Soignez particulièrement la lettre de motivation. Et puis vous attendez les résultats de la sélection qui arriveront cette année le 5 décembre. Donc la date limite d'inscription pour les dossiers, c'est le 5 novembre. J'ai rallongé un tout petit peu. Et la sélection, c'est le 5 décembre pour attaquer la formation en janvier 2025. Concrètement, vous avez 6 modules de cours répartis sur 12 mois. Mes objectifs sont les suivants. Donc, je vais vous les lire rapidement, mais je pense que je vous les ai déjà bien détaillés. L'idée, c'est de développer une vision globale de l'équitation au sens où l'ergonomie s'inscrit dans une considération générale euh, des sports équestres. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est
développer la compréhension des interactions entre le cheval et le cavalier, cette fameuse méthodologie de conseil et de vente, comprendre comment les designs et les matériaux développés par les fabricants d'aujourd'hui peuvent venir servir la méthodologie et accompagner les interactions entre le cheval et le cavalier, démarrer et ou améliorer une entreprise équestre, comme je vous le disais juste avant, la notion d'entrepreneuriat est vraiment importante, et enfin, c'est plus dans une perspective un peu philosophique, mais qui est très importante aussi, dans le cadre du changement de paradigme de l'équitation, c'est faire partie de l'équitation de demain. Arrêtez de rester coincé dans cette vision et macho et tradie de l'équitation, mais vraiment aller vers quelque chose de partenarial où les chevaux sont vraiment écoutés, les cavaliers sont vraiment écoutés, et où c'est plus quand tu tombes de cheval, tu remontes et tu te poses pas la question, quoi. C'est non. Pourquoi t'es tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. La formation se divise en deux parties. Vous avez déjà le tronc commun au saddle fitting et au bit fitting qui se déroule sur 8 mois. 2 sessions en présentiel en avril et en juin. Donc, pour le saddle fitting, en avril et en juin, à la fois dans le sud et dans le nord de la France. Pour le bit fitting, c'est exclusivement dans le sud de la France. Noémie de EWP, elle est basée à Vidauban, donc c'est dans le Var. Voilà, donc il faut prévoir pour le bit fitting d'aller dans le Var. Il y a des évaluations en contrôle continu qui correspondent aux modules de formation. Ces modules de formation qui sont délivrés à la fois dans les cours théoriques, qui sont les cours vidéo, là, les 70 heures de cours vidéo préenregistrés, mais aussi pendant les 2 présentiels. En plus des cours vidéo préenregistrés, il y a des visios en live sur des thématiques bien spécifiques. Et entre les modules d'avril et de juin et de septembre, vous allez en fait devoir non seulement faire des stages avec des professionnels de la filière équestre, peu importe lesquels, ça peut être un ostéo, un véto, voilà. Mais vous allez aussi devoir soumettre des cas pratiques euh, où vous allez nous montrer que vous êtes en train d'apprendre à maîtriser la méthodologie. Cette méthodologie, il n'y a pas de secret. Elle se travaille, elle se pratique et elle s'apprend par l'expérience. Il faut comprendre que la formation, elle est un peu conçue comme une formation universitaire, c'est que vous avez des cours, vous avez des grandes notions à acquérir, mais que vous ne deviendrez performant que parce que vous aurez fait vôtre cette méthodologie, et que vous aurez bâti votre expérience. Donc, les space saddle fitting et bit fitting, comme je vous l'ai dit, hein, ça s'adresse aux futurs professionnels du conseil et de la vente d'équitation. Attention à ce qui est écrit à droite. Vous ne pouvez faire qu'une seule spécialité par an. Soit vous commencez sur un parcours saddle fitting, soit vous commencez sur un parcours bit fitting. Mais vous ne pouvez pas faire les deux la même année parce que les sessions en présentiel de septembre et de novembre en saddle fitting et en bit fitting ont lieu en même temps. Déjà pour des questions d'organisation, mais aussi parce que la méthodologie propre au saddle fitting et la méthodologie propre au bit fitting dans le côté vente consultative, donc vraiment spécialisation, elles sont un peu différentes. Et d'expérience, chercher à apprendre les deux en parallèle, c'est casse-gueule. Donc je préfère que vous fassiez un choix d'entrée de jeu, de dire je commence par le bit fitting et je me formerai éventuellement plus tard en saddle fitting, ou l'inverse, et que vous pratiquiez un petit peu de manière professionnelle votre première spécialité avant de venir étudier la seconde. Par contre, après, d'un point de vue organisationnel, les deux spé se déroulent de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a du présentiel, il y a des visios en live sur des thématiques vraiment plus précises que celles qui sont abordées par le tronc commun. Vous avez un examen pratique et vous avez des évaluations en contrôle continu qui se font à distance. Et puis le petit bonus de la formation ergonomie équestre, c'est que vous avez des rencontres avec des fabricants. Parce qu'on a bien conscience que si vous sortez de formation mais que vous n'avez aucun réseau sur vos futurs fournisseurs en fait, qui vous permettront d'apporter des solutions matérielles concrètes à vos clients, ça ne sert à rien. Donc, comme j'ai un très gros réseau de fabricants,
bah, je me suis dit que j'allais vous en faire bénéficier. Donc vous aurez des contacts privilégiés, directement pour avoir, des contrats à la sortie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis 2 ans et ça marche hyper bien et même les fabricants sont très contents généralement de collaborer avec des élèves issus de la formation ergonomie équestre parce que, parce qu'ils savent que vous êtes bien formés. Je me jette un peu des fleurs, mais c'est vrai et surtout ils sont en confiance parce qu'ils savent que le processus de vente que vous allez appliquer, c'est un processus qui est fiable et qui va dans leur sens à eux. Voilà. Donc concrètement, en bonus de tout ça, vous avez l'accès à vie à la formation en ligne et attention, par formation en ligne, c'est pas le petit programme de formation en 20 heures, c'est les 70 heures qui incluent la formation en 20 heures de formation en ligne. Vous avez tous les outils et les documents pro de base qui sont fournis comme, les outils de mesure pour le dos des chevaux, des trames de méthodologie, des trames de contrat de location de selle ou des trucs comme ça, par exemple, enfin, tout un petit package. Pour ceux qui d'entre vous avaient déjà suivi la formation en ligne qui s'appelle les fondamentaux du saddle fitting, vous avez 400 € de remise sur le montant total de la formation, qui est pour 2025 de 6 500 €. Ces 6 500 €, vous pouvez les payer en 1 fois, en 6 fois ou en 12 fois. Sachant que c'est probablement la dernière année que je fais ça, mais je m'engage à le faire encore pour 2025. Il n'y a pas de surcoût si on étale le paiement. Heu, à une condition, qui est que vous nous fournissiez la preuve que le virement permanent, a été mis en place dès le début, parce que là, cette année, on court après les paiements et c'est un peu pénible. Mais bon, voilà. Hem, l'accès à certains financements. Alors, je le dis et je le répète, l'accès au CPF, enfin l'utilisation du CPF n'est pas possible pour aucune formation ergonomie équestre, à cause de dispositifs légaux, en fait, qui nous empêchent d'accéder à ce biais de financement. En revanche, pour tous les financements, des organismes de cotisation type, FAFSEA, Vivea et cetera, donc si vous êtes déjà à votre compte et que vous cotisez déjà à des organismes de cotisation spécifiques, vous pouvez y avoir accès. Soit parce que vous êtes à votre compte, soit parce que vous êtes déjà en emploi, mais que votre employeur est OK de débloquer ces fonds-là pour vous. Et certains élèves de cette année ont aussi réussi à obtenir des financements via, ce qu'on appelle maintenant France Travail, mais qui est Pôle emploi. Donc c'est possible aussi. En revanche, si vous voulez utiliser des financements, vous devez nous le dire dès que vous soumettez votre, dossier de candidature. Parce que c'est hyper long à monter les dossiers de financement, c'est assez pénible, je dois admettre. Et donc il faut qu'on s'y prenne vraiment en avance pour savoir si vous y avez le droit ou pas. Heu et puis pour finir, donc sur les côtés humains, maintenant qu'on a parlé pognon, les anciens élèves de la formation ergonomie équestre, vous pouvez avoir accès à eux et aussi aux partenaires fabricants, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, cœur sur eux pour terminer, vous allez avoir une équipe enseignante, très honnêtement, j'en suis hyper fière. C'est que des pros que j'ai triés sur le volet, que j'ai testés et dont je sais que la qualité des enseignements est au moins équivalente à la mienne. Heu, j'ai des attentes très élevées, des exigences très hautes pour eux et franchement, ils tiennent hyper bien la route. Donc voilà, je crois que je vous ai communiqué absolument toutes les infos que je pouvais vous donner. Je vous ai présenté le métier, je vous ai présenté la formation, je vous ai donné les conditions. S'il y a des infos que j'ai oubliées, de toute façon, il y a une, foire aux questions assez complète aussi sur le site d'Ergonomie équestre. Donc la seule chose qui me reste à vous demander, c'est si je vais avoir le plaisir de recevoir votre candidature et puis si à ce stade de la présentation, tout est clair ou est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc je vais arrêter la présentation ici, arrêter le partage d'écran et reprendre vos petites trombines en face de moi et aller regarder dans le chat. Qu'est-ce que ça dit?
Alors, bah, j'ai pas trop de questions sur le chat encore. Ah, j'ai quelqu'un qui essaie de reconnaître les selles sur les terrains de concours. Ok, moi aussi. Virginie, je vais devoir vous laisser pour retourner travailler. Ok. Bah, salut Virginie, si tu regardes la fin en visio. Myriam, j'ai des questions précises sur mon cas concernant la pertinence de me lancer ou pas. Je ne veux pas polluer le chat avec, puis je vous les envoyer par mail. Alors, Myriam, éventuellement, si tu veux poser quelques questions, déjà des questions, le début des questions, tu peux les poser maintenant parce que peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. C'est aussi l'objectif de cette visio, c'est que des questions que vous vous posez à titre personnel peuvent éventuellement intéresser d'autres personnes. Euh, donc je finis de lire tout ça. Ensuite, Louise. J'ai conscience qu'il est important d'avoir des ressources financières pour lancer son entreprise. Un montant approximatif à nous partager pour donner un ordre d'idée. Combien ça coûte d'ouvrir des stocks chez des fournisseurs, de constituer un stock de sel? Alors, ça va dépendre des fournisseurs. Il y a des fabricants qui vont conclure un deal avec vous où ils vont vous mettre un stock de sel à disposition, mais vous allez avoir des objectifs financiers à remplir, forcément. Il n'y a rien qui va sans rien. Mais concrètement, je dirais qu'il faut prévoir, je pense, un financement à hauteur de 10 000 euros pour commencer, ça me semble bien. Si vous avez déjà une bonne bagnole. Parce qu'attention, un des trucs les plus importants, c'est d'avoir une voiture qui tient la route. Et pas seulement parce qu'elle a une bonne tenue de route, c'est d'avoir une voiture confortable. Parce que quand on fait des bornes, avoir un vieux taco mal insonorisé qui vous pète le dos au moindre dos d'âne, c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, je dirais que vraiment en termes de financement, partir avec une petite enveloppe de 10 000 euros, c'est pas mal. Donc soit en apport personnel, soit vous pouvez bien évidemment faire financer par des banques. Vous pouvez aussi, notamment via la BPI, Banque publique d'investissement, vous pouvez par exemple demander des prêts d'honneur, qui sont des prêts que vous contractez à titre personnel, mais que vous mettez après au service d'un développement professionnel. Donc, il y a des possibilités. C'est des possibilités qu'on va balayer après pendant la formation. On peut, alors, après, je vous dis ça, mais maintenant, moi, quand j'ai commencé, j'ai vraiment commencé avec zéro. J'avais une vieille Ford, non, même pas, j'avais même pas encore la Ford Fiesta, j'avais une vieille 206 pourrie avec un essieu arrière qui était en train de se casser la gueule. Et j'ai tenu pendant 1 an et demi comme ça. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite contractualisé avec une sellerie à côté de chez moi. À l'époque, j'habitais dans la Drôme. Euh, et donc, cette sellerie, en fait, on avait un deal. Ils me rétribuaient sur commission. Ils me mettaient à disposition leur stock de sel d'essai. Ils me rétribuaient sur commission quand je faisais des ventes. Mais par contre, bah, je gagnais pas aussi bien que si c'était moi qui étais revendeuse, quoi. Donc, en fait, il y a plein de possibilités comme ça euh, quand on n'a pas des gros moyens au départ. Là, j'ai une élève de l'année dernière, par exemple, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ouvert un dépôt-vente de sel d'occasion. Donc, en fait, elle se rémunère sur les commissions des ventes de sel d'occasion que lui reversent les dépositaires des sels. Enfin, les déposants des sels, elle est dépositaire. Elle fait essayer les sels, elle les utilise comme sel d'essai, et puis elle fonctionne comme ça. Donc, en fait, il y a plein de business models qui sont explorables, on va dire ça comme ça. Euh, mais bah, faut déjà avoir une petite idée de ce qui se fait. Mais je pense que voilà, si on part avec 10 000 euros, franchement, on est confort. Julia qui demande, à la suite de formation, avons-nous un certificat? Oui, tout à fait. Il y a un certificat ergonomie équestre. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce n'est pas un certificat officiel, hein. Je le dis et je le répète, je l'ai déjà écrit partout sur le site internet, au cas où l'information vous soit passée à travers, je vous le redis. Il n'y a aucune reconnaissance officielle sur les métiers de fitting. En ce qui concerne le matériel d'équitation, le seul titre officiel qu'il y a, c'est le titre de sellier harnacheur ou de sellier bourrelier. Mais c'est un truc de fabricant, c'est pour devenir artisan qu'on fait ces formations-là. Le côté vente consultative, conseil, accompagnement, tout ça, pour l'instant, ça ne fait l'objet d'aucun référentiel. Et c'est pour ça que bah, c'est un peu la foire à la saucisse dans les formations professionnelles autour du saddle fitting, quoi. C'est qu'il y a de tout et de rien parce qu'il n'y a pas de cadre.
Donc, si vous venez chez Ergonomie Équestre, en fait, ça veut dire que vous faites confiance à la réputation des gens qui sont passés par Ergonomie Équestre, et vous faites confiance on va dire, au passé de la boîte et aux 80 élèves qui sont déjà sortis. Mais il n'y a rien qui, comment dire, il y a pas de guide officiel là-dessus. Donc, le certificat n'a que valeur à prouver que vous avez complété le cursus de formation chez Ergonomie Équestre. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Tiffany, merci pour les éclaircissements. J'ai déjà envoyé mon dossier, mais je travaille déjà mon projet professionnel en concret. Dois-je vous faire un retour avant la fin des candidatures? Alors, clairement, plus vous allez nous montrer, à nous, le comité de sélection, que vous avez réfléchi votre projet, donc en nous montrant par exemple une ébauche d'études de marché ou un début de business plan ou des trucs comme ça, vous pouvez les envoyer par mail à l'adresse contact@ergonomie-caisse.fr en nous disant voilà, c'est pour compléter mon dossier. Plus vous mettez des chances de votre côté. Parce que ça veut dire que vous êtes motivé, ça veut dire que vous êtes investi, ça veut dire que bah, vous n'allez pas perdre votre temps et on ne va pas perdre notre temps ensemble dans ce processus de formation. Christelle, peux-tu reparler de la possibilité de faire les journées en présentiel dans le Nord? Alors, ce qui se passe donc, c'est que j'ai énormément de demandes de formation de la part de gens pour qui c'est compliqué de se déplacer dans le sud de la France, pour des raisons familiales généralement. Et donc en fait, à force d'avoir ce genre de demandes et d'avoir des gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir venir suivre les cours, j'ai effectivement la possibilité, enfin, commencé à réfléchir à la possibilité de venir donner des cours dans le nord de la France. Donc qui ne seraient pas forcément avec moi, enfin j'en assurerais probablement une partie, mais moi comme j'habite dans le sud, ben, c'est pas le plus simple pour moi. Et donc je suis en train de commencer à recruter une équipe pédagogique et à chercher des enseignants dans le nord, mais cette formation n'ouvrira que si j'ai suffisamment de candidatures qui le justifient, évidemment. Donc je rappelle, hein, il faut que j'ai 6 dossiers, où c'est vraiment, spécifiquement, demandé, pour pouvoir le faire. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Christelle. Myriam, concernant la partie accompagnement au montage d'entreprise, je suis moi-même indépendante et formatrice sur ce sujet. Quels sont les axes abordés dans le montage d'entreprise? Sommes-nous accompagnés par un expert finance dans la formation? Alors, ce sont de très bonnes questions. Donc non, il n'y a pas d'expert finance dans la formation parce qu'on part du principe que là, ce sont des cours, ce n'est pas un accompagnement à la création d'entreprise au sens où c'est ce que vous pouvez avoir par exemple en pépinière d'entreprise ou auprès de la CCI ou de la chambre d'artisanat ou quoi. Donc, je vais vous donner, je suis en train d'ouvrir en même temps le planning, le programme, voilà. Je vais vous donner grosso modo les grandes lignes des cours qui sont abordés là-dedans. Non, c'est pas le bon document, pardon. Je suis en train de fouiner en même temps dans mes dossiers à côté. Ah voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'expert financier, parce que le côté financier, c'est pas notre compétence. Ça, on le laisse aux experts comptables, aux banquiers et donc aux gens qui sont vraiment professionnels dans le montage d'entreprise à proprement parler. Nous, les thématiques qu'on aborde dans le module entrepreneuriat et filière équestre, ce sont les suivants. C'est structure et acteurs du marché, comment monter son étude de marché, comment construire son offre, les grands axes de la com et du marketing, comment, à partir de son organisation professionnelle, mettre en place ses tarifs, comment, une fois qu'on a décidé comment s'organiser et comment est-ce qu'on tarifait, on crée son business plan et surtout on pitch son business plan aux banques, notamment pour pouvoir obtenir des financements. Quels sont les intérêts de la communication en direct versus la communication digitale et sur les réseaux sociaux, et les fondamentaux de la relation client. Voilà pour les axes abordés dans le côté vraiment entrepreneuriat. Mais pour
personnellement, avoir eu l'entreprise Ergonomie Équestre, démarrer dans une pépinière d'entreprise, euh, et pour avoir vu, vécu de l'intérieur ce que c'était qu'un accompagnement au démarrage de l'entreprise, Ergonomie Équestre n'a clairement pas vocation à se substituer à ce genre de service qui est vraiment ultra spécifique. Enfin, l'intelligence économique et l'entrepreneuriat, surtout dans des perspectives ultra locales, c'est très particulier et c'est pas ce qu'on fait nous. Euh, Pardon. Camille, j'ai une question concernant les demandes de financement. Je me suis renseignée auprès de France Travail. Réponse négative car apparemment, ils ont nettement réduit les financements. Alors, Camille, ça peut valoir le coup de faire de faire le Jack Russell, c'est-à-dire de mordre ta conseillère derrière le genou et de ne pas la lâcher jusqu'à ce qu'elle te dise oui. Parce qu'on a des élèves de cette année à qui on avait dit non au début et qui ont fini par se voir financer une partie de la formation. Donc voilà pour le premier truc. Déjà, en insistant vraiment lourdement et en fait, en disant que c'est vraiment ce que tu veux faire et que c'est vraiment là où tu as envie d'aller, etc., etc., il y a peut-être moyen de réussir à obtenir ça. C'est ce qu'ont fait deux élèves cette année et ça a fini par marcher. Euh, Et donc, du coup, tu veux te tourner vers le FIFPL. Alors, j'ai déjà envoyé mon dossier de candidature. Alors, oui, effectivement, si tu veux, donc si tu as envoyé ton dossier de candidature déjà et que tu veux monter un dossier FIFPL, contacte le FIFPL, demande-leur qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de financer et à hauteur de combien et quels sont les documents dont ils ont besoin pour monter le dossier de financement. Et à partir de là, nous, on va pouvoir te fournir les pièces justificatives, histoire de pouvoir savoir en avance si c'est jouable ou pas. Plus tu le sauras en avance, et mieux tu vas pouvoir t'organiser. Et mieux on le sait, mais plus nous, on peut s'organiser aussi. Parce que si on a du coup 18 personnes à financer d'un seul coup et qu'on doit monter tous les dossiers en même temps au mois de janvier, autant vous dire que vous, au niveau des délais, vous n'allez pas être content parce qu'on va mettre longtemps à vous répondre, puis nous, on va être... Parce que d'un point de vue administratif, c'est très lourd à monter ce genre de dossier. Donc, je préfère anticiper et que de notre côté comme de votre côté, vous y travaillez dès maintenant. Myriam, le retour sur investissement, quels sont les retours des anciens élèves? Combien d'années mettent-ils pour vivre de leur activité? Combien d'années mettent-ils pour vivre de leur activité pour ceux qui la pratiquent vraiment? Par en vivre, j'entends déjà générer un SMIC. Alors, ça, c'est une très bonne question et il n'y a pas de réponse toute faite. Évidemment. Euh, Je dirais que grosso modo, et ça c'est vrai dans dans toutes les entreprises, hein, je dirais grosso modo que pour stabiliser un rythme de croisière au niveau d'une entreprise, il faut compter au minimum 18 mois et en moyenne 3 ans. 3 ans, c'est le temps qu'il faut pour constituer une bonne base de clientèle, pour avoir une réputation et une notoriété qui fait qu'on a moins de temps à passer en prospection et plus de temps à passer en production. Euh, Quand moi je me suis lancée en 2012, c'est ce qui s'est passé. J'avais 2 ans de Pôle emploi devant moi et en 14 mois à peu près, j'ai pu en vivre et me passer de Pôle emploi. Et je dirais que c'est à peu près vrai pour toutes les personnes aujourd'hui. Alors à noter qu'aujourd'hui, pour celles d'entre vous qui ont droit à du Pôle emploi, deux choses. Un, si vous avez droit au Pôle emploi, prenez et que vous montez une entreprise, prenez l'option complément de revenu, ne demandez pas l'option libération de capital. Surtout, ne faites pas ça. Parce que si vous demandez l'option de libération de capital, vous ne touchez pas 100% de vos droits, donc vous ne récupérez pas tout l'argent que vous avez mis dedans. Et puis, vous n'avez plus de filet de sécurité si jamais ça ne prend pas aussi bien que ce que vous imaginiez. Les quelques personnes que j'ai vu faire ça, ça a été assez casse-gueule. Euh, Et donc, après, pour générer un SMIC, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on se monte, alors selon qu'on choisit de se monter en société ou en micro-entreprise, le niveau de prélèvement des charges sociales n'est pas le même. Quand on est auto-entrepreneur, ça passe, aujourd'hui c'est passé à 25% de prélèvement URSSAF.
Quand on est, par exemple, comme moi, gérant non salarié d'une SARL, les charges sociales, c'est 42% d'URSSAF. Et quand on est en SASU, donc qui est un autre format juridique, c'est quasiment 80% de charges sociales. Donc il faut savoir que le choix du format juridique, mais ça c'est des questions, j'anticipe un peu sur le contenu du cours, hein, mais il faut savoir que les questions de choix de la forme juridique euh, enfin, va énormément impacter le niveau de revenu qu'on va pouvoir générer. Il faut en avoir conscience. Rosen Perron. Alors, concernant temps le temps de travail perso pendant la formation, combien d'heures prévoir par semaine est-ce compatible avec un emploi? Très bonne question également. Euh, alors, ça va dépendre. Il me semble, Rosen, me souvenir que toi, tu es déjà dans le cheval. C'est ça? Donc, il est probable qu'il y ait il y ait des cours qui te demandent moins d'apprentissage parce que on va rebalayer des trucs que tu connais déjà. Donc, il y a des contenus de cours qui seront plus faciles à assimiler et il y a des contenus de cours qui seront, pour quelqu'un qui n'a pas de base professionnelle dans le cheval et qui a une connaissance, on va dire, de cavalier amateur, ça va demander forcément plus de travail perso pour assimiler les connaissances. Donc voilà, là, je pose ça déjà d'entrée de jeu. Honnêtement, je pense qu'il faut prévoir en licence sur l'année de formation entre, je dirais, 4 et 8 heures par semaine. Il y a des semaines où ça va même être plus que ça, et il y a des semaines où ça va être moins que ça. Mais je pense que, voilà, raisonnablement, c'est un minimum de 4 heures par semaine. Heu, pour la plupart des gens, on va plutôt être autour de 6-8 heures. Ça dépend de votre niveau de départ. Heu, là, c'est très propre, à qui vous êtes, à quel est votre premier parcours, et cetera. Alors Tiffany, est-ce qu'on conseillez-vous de mener de front des formations de gestion d'entreprise, voire de commerce? Alors je conseille en fait de se faire accompagner. Je parlais tout à l'heure par exemple du fait que quand j'ai monté Ergonomie Équestre, donc en 2018, hein, attention, Ergonomie Équestre a été montée après déjà 6 ans de travail en tant qu'auto-entrepreneur. Je me suis faite accompagner en hébergeant l'entreprise dans une, pépinière. Maintenant, quand on arrive, par exemple, chez France Travail avec un projet de création d'entreprise ou quand on s'adresse à la Chambre de commerce et d'industrie, donc à la CCI, avec un projet de création d'entreprise, ils proposent déjà ce genre d'accompagnement. Je serais un peu plus sceptique sur la nécessité de suivre des accompagnements à l'entrepreneuriat privé, qui peuvent parfois coûter très, très cher, tant que vous n'avez pas défini votre projet. Parce que si vous commencez à essayer d'apprendre des nouvelles compétences, un nouveau métier, mais que vous ne connaissez pas encore le fonctionnement du métier de l'intérieur, donc que vous ne savez pas comment vous allez façonner votre future entreprise, aller suivre des trucs très poussés, déjà très techniques, c'est pas forcément le plus pertinent, sachant que nous, on vous apporte déjà des grandes notions. Donc, commencez peut-être par acquérir ces grandes notions, commencez à poser votre projet d'entreprise heu, auprès des pépinières, des chambres, de France Travail, des chambres de commerce et d'industrie, et cetera, avant d'aller vous embarquer à payer, une formation The Bee Boost à 2 000 balles, quoi, par exemple. Je suis pas certaine que ce soit vraiment nécessaire. Je pense que ce genre de formation, c'est très bien, mais une fois qu'on a déjà un peu démarré son projet, qu'on a besoin de mettre un coup d'accélérateur pour voir comment rentabiliser mieux et tout ça. Mais, menez pas trop de formations de front parce que ça peut être un peu difficile à gérer. Ça fait lourd en charge de travail, quoi. Concernant les innovations de matériel, on achète tout et on voit ce que ça donne. Surtout, surtout pas. Surtout, surtout pas, parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on peut se permettre de faire quand on a déjà un peu de recul technique sur le matériel et qu'on est capable, en fait, d'évaluer a priori un matériel. Et ça, vous allez apprendre à le faire pendant la formation.
Observez, enfin, je sais pas, par exemple, vous voyez une selle sur un salon, je sais pas, Equitalion, par exemple. Vous voyez, la marque, truc a sorti un nouveau modèle de selle. Avec les compétences que vous acquérez pendant la formation, déjà, vous êtes capable de voir si c'est une selle qui va être intéressante ou pas. Et c'est la même chose pour les étriers, c'est la même chose pour les sangles, c'est la même chose pour tout. Le problème quand vous achetez du nouveau matos, mais que vous n'avez pas de filtre critique pour l'analyser d'entrée de jeu, c'est que vous risquez de vous retrouver avec, sur les bras, tout un tas de trucs et de machins qui vont servir à rien et que vous allez jamais réussir à refourguer à qui que ce soit derrière. Concrètement, d'un point de vue économique, ça s'appelle, l'opposé d'un investissement intelligent. C'est-à-dire que vous allez bloquer inutilement de la trésorerie, dans des trucs qui vont vous servir à rien et que vous allez pas rentabiliser derrière. Quand vous faites un achat, par exemple, vous achetez une selle, vous savez que vous allez pouvoir rentabiliser cette selle d'essai que vous allez payer, je sais pas, mettons 500 balles, vous l'achetez 500 balles, vous la revendez 1 000 € et bah, pour la rentabiliser, ça veut dire il faut que vous en vendiez 2. Donc si, par exemple, vous êtes dans une région où il y a pas du tout d'endurance et vous achetez une selle d'endurance, vous pouvez être sûr que votre achat de modèle d'essai de selle d'endurance, vous allez pas le rentabiliser parce que vous allez jamais en vendre. Donc n'investissez que dans du matériel de démo, où vous êtes sûr que vous allez pouvoir rentabiliser derrière. Voilà, petit tip pour, créer votre prévisionnel, par exemple. Marie, concernant le projet pro à mentionner dans le dossier de candidature, cela implique-t-il d'avoir déjà une idée précise de qu'on veut donner à notre activité? Ou peut-on vouloir se lancer en tant que saddle bitfitter dans la formation et faire évoluer notre activité au fur et à mesure de la pratique et des besoins éventuellement spécifiques à notre zone géographique? C'est une très bonne question. En fait, je dirais à la fois oui et non. Voilà, tu es contente? Hem, c'est bien d'avoir déjà une idée de là où on veut aller. C'est bien d'avoir déjà une idée de dans quel marché on va se lancer. Si tu connais pas du tout, autour de chez toi, qui sont les cavaliers, qui sont les chevaux, quels sont leurs besoins, et tu te lances dans la formation et en fait, au bout du compte, tu te rends compte que tu cadres pas du tout dans ton projet, avec les besoins des gens autour de chez toi, concrètement, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton fric. Donc il faut déjà que tu aies une petite idée, un début d'étude de marché, un début de ce que tu veux faire, au moins des valeurs que tu veux chercher à développer à travers ton entreprise. Ça me paraît important. Maintenant, clairement, une entreprise, c'est aussi quelque chose de vivant et très souvent, ce qu'on pose comme business plan et ce qu'on propose comme pitch quand on monte son entreprise aux financeurs et aux pépinières d'entreprise et cetera, c'est quasiment jamais là où on finit. Hein, par exemple, quand j'ai commencé Ergonomie Équestre, c'était une entreprise commerciale qui avait vocation de tourner avec des représentants commerciaux régionaux. Aujourd'hui, il y a plus de ventes commerciales chez Ergonomie Équestre, à part les 2-3 celles que moi je vends de temps en temps. Il y a plus de ventes et c'est devenu un organisme de formation. À la base, c'était pas du tout prévu. Donc je me suis juste adaptée à la demande qui émanait du terrain, à la conjoncture économique, tout simplement là où il y avait des clients et là aussi où moi j'avais envie d'emmener l'entreprise. Je me suis rendu compte en fait au bout de 3 ans que gérer une équipe commerciale, ça me filait des boutons et ça me faisait pas dormir la nuit, alors que ce qui me faisait kiffer, c'était d'enseigner. Bon, bah, voilà. Bah, l'entreprise, je l'ai mise à mon service. J'ai dit: «Toi, entreprise, tu vas arrêter de vendre du matos, tu vas devenir une école» et voilà. C'est un peu souvent le problème des entrepreneurs, hein, c'est qu'on a un peu tendance à devenir esclave de son entreprise au lieu de garder en tête que l'entreprise, elle est là, enfin, c'est un outil pour nous pour gagner de l'argent et pour se réaliser professionnellement. Voilà, Manon qui est partie, bah, salut Manon. Alors Louise, je prends ta question Louise, j'en prendrai éventuellement une dernière et puis après on arrêtera là parce qu'il est bientôt 14h30, je l'avais pas vu, mais le temps passe vite en votre compagnie. Hem, alors, les nouveaux ergonomes équestres qui s'implantent dans une région rencontrent-ils des problèmes d'exclusivité de partenariat auprès des fournisseurs qui travaillent déjà avec Fitter? Et si oui, comment gérer cette problématique? Y a-t-il suffisamment de fournisseurs pour tout le monde? Cela varie-t-il en fonction des régions? C'est une excellente question et oui, effectivement, il peut y avoir des problèmes d'exclusivité, de partenariat. Hem, concrètement, ça c'est vraiment une question très, très, pertinente pour moi.
aujourd'hui, moi j'en arrive au stade où il y a des régions où il y a déjà beaucoup d'anciens élèves d'ergonomie équestre qui sont implantés et où on arrive un peu en fait à saturation du marché sur les possibilités de fournisseurs, et cetera. Et sauf à avoir un projet de formation qui soit réellement intéressant et pertinent par rapport à cette région, il est possible que je ne prenne pas, que je n'accepte pas la candidature en formation, parce que je ne vois aucun débouché professionnel possible pour cette personne. Donc ça, c'est une très, très bonne question. Heu, Par exemple, je sais que, là, cette année, autour de Lille, j'avais 2 élèves, mais j'en avais une en beat fitting et l'autre en saddle fitting, donc au pire, c'était complémentaire. Elle commence déjà un petit peu à se marcher dessus avec 2 fitters qui sont en Belgique. Donc là, par exemple, dans cette région-là, il commence à y avoir une concentration assez importante, donc c'est pas forcément hyper pertinent d'implanter plus de monde par là. A contrario, il y a des régions comme la Normandie ou la Bretagne, ou même les Pays de Loire, où il y a pas encore assez de monde qui sont implantés. Donc je sais que si j'ai 2 dossiers de candidature qui se valent, je vais prioriser chez Ergonomie Équestre, le recrutement de la personne qui est dans une région où il y a un besoin et où il y a de la place, si les projets sont équivalents. Par contre, si la personne qui est, dans une région où il y a déjà du monde, elle a un vrai projet qui est différenciant par rapport, au marché présent, elle a déjà contacté des fournisseurs, elle veut faire déjà quelque chose de différent, là ça s'entend de façon complètement différente. Donc c'est, c'est des données qui sont à prendre en compte, mais là, en fait, moi, en tant qu'ergonomie équestre, j'essaie de répondre aux besoins du marché de façon globale. En soi, je pourrais accepter, 4 personnes qui habitent toutes à Avignon ou qui habitent toutes à Toulouse, mais je sais qu'après ça va vous poser à vous des problèmes de débouchés. Donc oui, comme il y a des problématiques, au niveau des fournisseurs qui veulent pas forcément ouvrir des comptes quand il y a déjà des locaux sur le terrain, ça peut valoir le coup de réfléchir. Du coup, Rosanne, je répondrai à ta question. Après, je réponds à la question de Camille qui enchaîne directement sur la question de Louise. Faut-il préciser dans son dossier que nous sommes ouverts à la mobilité géographique concernant l'évolution de l'entreprise? Alors, tu peux le préciser oui et non. C'est-à-dire que moi, ce qu'il faut que je comprenne quand je vais lire le dossier, c'est est-ce que j'ai réfléchi à mon projet? Est-ce que je sais que dans ma région, à moi, j'ai des possibilités d'évolution professionnelle? Ou est-ce que je sais que je suis déjà en train de me tirer une balle dans le pied parce qu'il y a déjà 5 personnes sur place qui revendent toutes les mêmes marques et il n'y a plus possibilité d'ouvrir de compte chez n'importe qui parce que tout est saturé. Là, je vais me dire, mais en fait, quel est l'intérêt que Camille, en l'occurrence, aurait de s'implanter dans cette région où, a priori, tout est déjà bloqué et où les fitters qui sont déjà sur place arrivent même plus à s'en sortir. Mais s'il y a une possibilité ou une volonté de mobilité géographique, ce qui était le cas d'une élève cette année, qui m'a contactée en me disant: «Bah, moi, voilà, je rentre de l'international. Pour l'instant, je suis basée à Paris, mais je veux pas du tout m'implanter à Paris. Je veux» et puis elle savait même pas où elle allait aller. Au final, elle a décidé qu'elle allait dans le sud-est, mais elle aurait aussi pu partir, je sais pas, en Charente ou n'importe où. Bon, bah, ça ouvre un petit peu. Après, moi, je suis pas responsable des choix que vous faites et puis je suis pas non plus responsable du fait que potentiellement dans 6 mois, vous allez rencontrer un gars sur Tinder et que vous allez déménager à 400 kilomètres de chez vous. Je veux dire, ça s'appelle la vie, en fait, donc ça, j'en suis pas responsable. Mais moi, je sais que quand je recrute, j'essaye de faire au plus juste pour tout le monde et donc du coup, enfin, quand je recrute des élèves, hein, vous allez pas être des futurs salariés d'Ergonomie équestre, encore qu'on sait jamais, mais c'est pas du tout l'objectif, là, on parle de la formation. Donc du coup, il y a vraiment ces données-là qui sont à prendre en compte. Étudiez votre terrain, étudiez votre marché, connaissez-le, commencez à voir s'il y a de la place pour vous ou pas et s'il y a de la place, c'est où qu'il y a de la place? Sur quel type de cavalier? Sur quel type d'activité? Sur quel type de produit? Et donc du coup, Rosanne, ta question pour finir, est-ce que les dates des présentiels sont déjà prévues? Alors, les dates des présentiels, j'ai commencé à les poser, mais comme, ces dates de présentiel, elles dépendent aussi beaucoup des, disponibilités de l'équipe pédagogique, elles sont pas encore validées. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura une semaine
pour le cursus pour lequel vous êtes en train de me regarder aujourd'hui. Il y aura une semaine en avril, une semaine en juin, une semaine en septembre, une semaine en novembre. Ça, on le sait. Maintenant, quelles seront ces semaines-là? Pour l'instant, je ne peux pas le dire exactement. Il faut que je finisse de voir avec mon équipe PEDA qui est disponible quand, quelle écurie est disponible quand, comment est-ce qu'on s'organise et tout. Donc j'essaye de pas trop chevaucher en général sur les vacances scolaires parce que je sais que souvent, surtout pour les mamans, ça peut poser des problèmes. Mais à ce jour, je n'ai pas encore de date. Je vais essayer de le faire le plus vite possible, mais ça ne dépend pas que de moi, donc je ne peux pas encore donner de réponse ferme et définitive à cette question. Voilà. Bah, oui, salut Myriam. Trop tard. Voilà. Bon, bah écoutez, il est 14h30. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Si vous avez encore d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu aujourd'hui, vous pouvez envoyer un mail donc à l'adresse contact@ergonomie-équestre.fr. Éventuellement pour solliciter un rendez-vous téléphonique avec moi. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai très très peu de disponibilité pour des rendez-vous téléphoniques, puisque mon enfant me prend pas mal de temps. Ah, merci Lucie d'avoir mis l'adresse dans le chat. Et puis, bah écoutez, j'attends de vos nouvelles. Merci en tout cas d'avoir été présente avec moi aujourd'hui. Présent, parce qu'il y a Bertrand. Ah, Bertrand, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Euh, et puis bah écoutez, à très bientôt. Allez, bonne journée tout le monde.